Bonjour et bienvenue au Studio Ray Cosmos dans lequel nous recevons aujourd'hui Nicolas Quesnel pour parler de son livre de l'influence Allô Paris, ici Moscou, mais qui est finalement un sujet beaucoup plus large. Nicolas, bonjour. Et bonjour. Tu peux te présenter rapidement? Nicolas Quesnel, je suis journaliste indépendant. Moi, je travaille pour plein de médias différents. Je pense notamment à Marianne, je pense à la société de production Paradiso Média. Et du coup, je suis l'auteur de ce livre qui paraît le 8 novembre, Allô Paris, ici Moscou. Et c'est ton premier livre du coup dans ce domaine-là. C'est mon tout premier livre. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu travailler sur les politiques d'influence étrangère, notamment vers la France? Moi, je travaille un petit peu là-dessus depuis des années. Après, peut-être ce qui m'a fait aussi décider de franchir le pas d'une certaine manière, c'était une réunion de famille. C'était une réunion de famille parce que je me retrouve à l'arrière d'un véhicule, si tu veux, avec des gens à l'avant, qui sont en train de parler à un moment de l'assassinat de Kennedy. Alors, me demande pas comment ça arrive sur la table, je me rappelle plus. Toujours est-il que le seul truc qui vient à ce moment-là, c'était de dire à un des passagers, qui disait « Ouais, c'est la CIA qui a buté Kennedy ». Or, en fait, si tu étudies un petit peu l'histoire, tu te rends compte que les premiers à avoir poussé cette théorie-là, c'était en fait l'URSS, qui avait même publié un bouquin dessus à l'époque aux États-Unis, quoi. Et c'est un peu le moment où je me suis dit, mais en fait, on parle toujours de la guerre de l'information, on parle de plus en plus de la guerre de l'information, en tout cas sur les médias, mais c'est toujours un petit peu éthéré, c'est toujours un petit peu abstrait. Moi, j'ai essayé de faire comprendre que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, qui a des impacts dans le monde réel. Et il y a une phrase d'un journaliste britannique que j'aime beaucoup citer, qui s'appelle Peter Pomerantsev, qui dit que quand l'information devient une arme, nous sommes tous en guerre. Et c'est avec cette idée-là que j'ai écrit ce bouquin. Eh ben justement, tu commences avec la partie intéressante, l'URSS. Alors il y a plein d'histoires qui ne sont pas forcément toutes abordées dans le livre parce que ça aurait été trop long, les mensonges sur le sida qui auraient été propagés par les Américains, etc. Mais finalement, comment est-ce que l'URSS avait réussi à diffuser de la fake news et à en faire des réalités aujourd'hui pour beaucoup de personnes? Il y avait plein de méthodes à l'époque. Et à l'époque, il y avait un terme consacré à ça qui s'appelait les mesures actives. Les mesures actives, c'est quelque chose qui parle de la propagande, mais ce n'est pas que la propagande, c'est aussi toutes les autres méthodes pour mener des opérations d'influence, c'est-à-dire le recrutement d'idiots utiles, le recrutement d'agents d'influence ou la création même de faux grossiers plus ou moins. Et en fait, c'est des méthodes qui sont utilisées depuis près de 100 ans en fait, par la Russie puis l'URSS et qui visent directement la France. Et j'en tiens pour preuve un rapport qui avait été fait par le KGB, enfin l'antenne du KGB à Paris en 1961, qui se vantait, j'ai les chiffres sous les yeux, il se vantait d'avoir propulsé auprès de Moscou 230 articles de presse en France, 11 livres, 32 questions parlementaires, 9 réunions publiques et 14 000 tracts, typiquement. Et ça, c'était en 1961. Et l'erreur serait de croire qu'en fait, ça s'est arrêté à la fin de la guerre froide, parce que ça a continué, ça s'est jamais arrêté en fait. Et les Russes ont continué, parce que vraiment la guerre froide s'est arrêtée, mais quelle est leur stratégie, leur objectif? C'est quoi? C'est déconstruire la société française, attaquer des valeurs en particulier, parce que finalement, ils apparaissent comme les garants de certaines valeurs, et dans les faits, ils ont plutôt tendance à attaquer ces mêmes valeurs autour de l'immigration, toutes ces choses sur lesquelles la Russie encourage l'immigration vers l'Europe, par exemple. Quand on les observe, c'est effectivement, il y a souvent une contradiction entre ce qu'ils essayent de promouvoir en France et ce qu'ils font d'ailleurs chez eux aussi. Les opérations d'influence, ça a pour but d'atteindre des objectifs stratégiques. Donc les objectifs stratégiques peuvent être de différentes natures. Quand on parle de la France, c'est évidemment d'abord, et je pense avant tout, miner les fondements de l'état de droit français. C'est ça qui les intéresse fondamentalement. Donc ça consiste à appuyer sur littéralement toutes les lignes de fracture possibles et identifiables, et identifiées par la Russie, pour essayer de créer de la discorde au maximum, avec une idée peut-être résumée peut-être de manière un peu simpliste, mais l'idée quand même globalement est de dire que, pardon pour l'expression, mais plus c'est le bordel chez nous, plus c'est le bordel chez eux, moins ils sont en mesure de faire valoir, entre guillemets, leurs revendications sur la scène internationale, et donc moins ils sont en mesure de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être un peu simpliste, mais on peut peut-être le résumer aussi comme ça pour la compréhension de tous. Et quels sont leurs leviers? Parce que dans le livre, tu abordes énormément de sujets différents, des ONG, des fausses agences de presse, mais comment est-ce qu'ils fonctionnent et est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent à opérer de manière aussi libre que par le passé? Ça dépend de la méthode qu'ils emploient. Typiquement, moi je commence le livre, le premier chapitre, c'est comment Yevgeny Prigojine, donc le feu patron de la société Wagner, a essayé de pourrir l'élection française de 2022 en faisant monter le sujet des violences policières en France. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une fausse ONG,
et qui d'ailleurs qui existe toujours, qu'ils ont appelé la FBI pour la Fondation pour combattre l'injustice, parce qu'il y a un petit peu d'humour aussi quand même là-dessus, on peut pas le nier. Et ils ont essayé de faire monter le sujet des violences policières en se rapprochant de toutes les victimes de violences policières, ou de leurs représentants, ou de leurs avocats. Et les Traoré, etc. Les Traoré, ils ont fait à peu près... Au final, ils ont réussi à rentrer en contact avec très peu de monde parce qu'ils sont pas bons. C'est un peu la difficulté. Et nous, avec un collègue qui travaille à Politis, on avait essayé on les avait contactés concrètement, et on était rentré en contact avec quelqu'un, on avait programmé un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un de formidable qui disait s'appeler Ivan Karamazov. Alors je te raconte pas, enfin, c'est quand même un peu compliqué de pas se marrer quand tu as un type au téléphone qui te dit bonjour, je m'appelle Ivan Karamazov. Moi, je pensais pas parler à un personnage de Dostoïevski, mais bon, c'est plutôt marrant. Et le mec essayait de proposer évidemment des interviews aux collègues et à la fin aussi un financement pour son blog personnel. Et alors derrière ça, parce que il y a des choses qui sont quand même globalement mal faites et qui vont être des échecs, mais il y a aussi des agences d'information, de la communication importante, il y a des médias sociaux qui ont une accumulation d'audience, par exemple à Inforos, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Alors comment ça fait que parfois ça prend? Alors, alors ça, c'est très compliqué comme question. Inforos, moi, j'avais travaillé dessus en 2020. Par la suite, c'est un sujet qui a beaucoup été travaillé par une association française d'osine qui s'appelle Open Facto. Ouais. Et en fait, Inforos, c'était une opération du renseignement militaire russe, le GRU, qui avait pour but, on va dire, de créer des milliers de faux sites internet d'actualité pour distribuer de la propagande et pour diffuser de la propagande, notamment par le biais des réseaux sociaux. De la réinformation. Oui, c'est ça. Ils s'appellent tous comme ça d'ailleurs, hein. Ils ont tous pour but de te réinformer, etc. Au final, ils te pourrissent le cerveau. Et ce qui est plutôt intéressant avec Inforos, c'est que c'est toujours très très compliqué d'arriver à quantifier en fait l'efficacité de ce truc-là. C'est-à-dire que les gars ont créé des milliers de faux sites internet, donc mine de rien, créer des milliers de faux sites internet, surtout à l'époque, ça demande des moyens humains, ça demande des moyens techniques, ça demande des moyens financiers, et il faut les entretenir. Il faut quand même racheter l'URL à un moment tous les ans, il y a quand même du pognon qui est investi là-dedans. Et honnêtement, je ne suis pas hyper convaincu que ça ait été d'une grande utilité ou d'une grande efficacité, parce que quand on regarde les posts de faux médias sur Inforos, notamment sur Facebook, tu te dis quand même, les mecs ont dû dépenser des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions d'euros dans cette opération, tout ça pour gratter 2 likes sur Facebook. Tu te dis, je suis pas sûr de l'équation, les gars, quoi. Mais globalement, si on cumule ça avec, par exemple, Russia Today, qui a une audience qui n'était peut-être pas gigantesque, mais qui a quand même une certaine estime, notamment, je pense par exemple aux Gilets jaunes, où ils ont traité les Gilets jaunes d'une manière différente, qui était, de mon point de vue en tout cas, parfois plus juste que les médias traditionnels. Ce qui fait que ça a donné aussi l'impression que la Russie pouvait donner de l'information qui était plus crédible que ce qui venait des médias habituels. Oui, je pense que tu as dit toi-même, ça pouvait donner l'impression. Oui. Et c'est effectivement une impression. Je pense que si on devait faire la balance entre les choses que Russia Today a traitées, on va dire, d'un point de vue journalistique au sens occidental, correctement, et par rapport au nombre de conneries ou de faux, ou qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas, ça c'est un autre sujet, ou d'exagération potentielle qu'ils ont pu faire, évidemment, je ne suis pas sûr que la balance soit forcément en leur faveur. Après, c'est une appréciation personnelle. Et même, je pense qu'à part les Gilets jaunes, moi j'en avais discuté avec une ancienne employée de Russia Today, à part l'épisode Gilets jaunes, les audiences étaient pas bonnes. C'est-à-dire c'est quoi, c'est 10 000, 50 000, 100 000? Je vais pas te donner, honnêtement, le bas de la fourchette. On prend le bas de la fourchette que tu peux imaginer et je pense qu'on s'en approche. Les chiffres que j'ai vus, c'était entre 5 et 10 000. On verra, on mettra un lien sur Internet, on verra si on trouve ça. Mais ça veut dire aussi que puisque l'audience créée par ces outils d'influence n'est pas forcément bonne, ils ont aussi cherché à travailler avec des influenceurs. Et là, il y a une agence qui est intéressante, qui a l'air en plus d'avoir les poches assez profondes, qui s'appelle Phase. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Alors, Phase, c'était très marrant comme opération. C'était une autre opération d'influence de la Russie, dont on ne connaît pas d'ailleurs les gens qui se cachent derrière encore aujourd'hui. Phase, c'était une agence qui prétendait être une agence de marketing digital, qui rentrait en contact avec des influenceurs, et en l'occurrence un YouTuber qui s'appelle Léo Grasset, pour le coup, qui fait encore d'ailleurs de la vulgarisation scientifique, et qui lui avait proposé de l'argent. Il lui avait proposé beaucoup d'argent, je crois que ça se chiffrait en plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour répandre littéralement de la désinformation sur le vaccin de Pfizer en pleine crise sanitaire. Et là, pour le coup, on rentre dans tout à fait autre chose. Parce que déjà, outre le fait que ce soit extrêmement dangereux,
c'est beaucoup plus rentable en fait. Surtout quand on le compare avec Inforos. Inforos, comme je vous l'ai dit, il faut énormément de moyens techniques, financiers, etc. Là, pour le coup, la seule chose qu'ils avaient à faire, les mecs, c'est rentrer en contact avec un YouTuber, lui proposer plusieurs dizaines de milliers d'euros, et potentiellement, si ça marche, en l'occurrence ça n'a pas marché, parce que Léo Grasset a immédiatement tout dénoncé publiquement sur les réseaux sociaux, mais si ça marche, vous touchez d'un coup 1 million, 2 millions ou plus de personnes avec votre désinformation. Et en plus de ça, par un vecteur qui a la confiance des gens qui le regardent. Parce que Léo Grasset est considéré comme quelqu'un de sérieux, pour le coup, dans son travail scientifique. Et pour le coup, les gens avaient complètement confiance en lui. Donc si demain, en pleine crise sanitaire, Léo Grasset serait arrivé en disant « Putain les gars, le vaccin de Pfizer, ça fait des morts par centaines de millions », non, là pour le coup, ça aurait pu avoir des conséquences qui auraient été extrêmement dramatiques. Et alors derrière, sur la guerre en Ukraine, on voit par exemple Nota Bene, des chaînes avec 2 millions de personnes qui ont été contactées aussi. Comme on le sait, ça veut dire qu'eux n'ont pas sauté dans le panneau, mais est-ce qu'on sait s'il y en a d'autres qui ont mordu à l'hameçon? Alors, il y en a qui ont mordu à l'hameçon. Je me rappelle notamment d'un YouTuber en Inde qui avait mordu à l'hameçon, et je crois que c'était un autre YouTuber au Brésil qui avait mordu à l'hameçon aussi. Là, pour le coup, c'est incroyable comme histoire. C'est avec une autre fausse entreprise qui cette fois s'appelait Veul, et c'était génial parce que les gars ont encore contacté Léo Grasset 1 an après qu'il ait tout révélé publiquement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus face aux couteaux les plus affûtés du tiroir, hein, fondamentalement. Les gars vont revoir quand même quelqu'un qui a balancé la précédente opération. Je ne suis pas sûr du résultat quand même. Et pareil, cette fois, ils lui ont proposé encore, même chose, énormément de pognon, pour simplement une chose, c'est faire de la désinformation, cette fois pas sur le vaccin de Pfizer, mais sur la guerre en Ukraine, parce qu'on était au début de la guerre en Ukraine. Et j'aime autant te dire que la première des choses que Léo Grasset a fait, c'est qu'il m'a passé un coup de fil et moi j'ai bossé dessus. Du coup, j'ai travaillé sur cette fausse entreprise et j'ai découvert la vraie entreprise derrière, parce que ça là prétendait être britannique. Évidemment, derrière, c'était une entreprise qui existait réellement, mais qui était en Russie, et qui était, pareil, une agence de marketing digital, pour le coup, avec des vrais gens à l'intérieur. Alors, parce qu'en dehors de ces investigations, tu as même été plus loin, tu as réussi à te faire recruter Ouais. pour être rédacteur et participer à la propagande russe avec Info Défense. Ouais. Comment ça se passe? Pour le coup, ouais, avec un collègue qui s'appelle Romain Mielcarré, qui est l'auteur d'un autre livre, pareil, aux éditions de Noël, qui s'appelle Les Moujiks, on a été recrutés ensemble pour participer à un réseau de désinformation russe sur Telegram, cette fois. Et ça a été l'entretien d'embauche, je pense, le plus facile de ma vie, parce que j'ai réussi à rentrer dedans en faisant croire que je parlais russe, parce que je ne parle pas russe, mais j'ai réussi quand même avec Google Trad, concrètement à me faire passer pour un locuteur russophone, mais évidemment pas du tout. Donc c'était quand même un entretien d'embauche qui était assez simple, et mon rôle, c'était pas d'être rédacteur, j'ai pas créé de la propagande russe, les rôles étaient d'ailleurs très, très bien organisés, très hiérarchisés, dans ce réseau-là qui devait compter, je pense, au firmament, peut-être une quarantaine de personnes, je sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Moi, en fait, mon rôle consistait à vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Pour faire du texte qui semble correct et, Pour faire du texte qui semble correct. D'abord, le texte était fait en russe, par des gens en Russie. Le texte devait être traduit en français par une équipe de traducteurs. Et moi, je passais derrière pour essayer de voir s'il y avait une ou deux fautes d'orthographe qui traînaient dans le coin. Et les profils des gens qui travaillaient avec toi, c'était quoi? Avant ça, moi, juste, j'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que j'ai juste fait le minimum syndical pour être sûr de ne pas être viré du groupe immédiatement. Donc j'ai dû en faire 4 ou 5, je crois, quelque chose comme ça, des vérifications. J'ai peut-être laissé quelques fautes d'orthographe au passage, d'ailleurs. Faudrait leur dire de vérifier. Et en fait, les gens qui ont été recrutés, c'est des profils assez variés. Alors il y en a qui se cachaient très bien, donc on n'a pas pu remonter à eux. Il y en a d'autres, c'était beaucoup plus amateur, hein, on va dire ça comme ça. On a des profils assez variés. On avait des gens qui étaient au chômage, on avait qui étaient CSP+, on avait des ouvriers, on avait des artisans dedans. Et ils avaient quand même tous pour point commun de ne pas faire beaucoup confiance ni aux médias ni aux autorités françaises, ce qui est un signe, ce qui est important, je pense. Faut tirer des enseignements de ça aussi. Et à côté de ça, ils aimaient beaucoup la Russie. Donc ils étaient dans la réinformation. Ils étaient dans la réinformation. Ils voulaient y participer. Absolument. Il y a un élément qui moi, m'a fait vraiment sourire, c'est le moment où ils te donnent un document pour éviter de te faire rattraper. Ouais. Alors ça, c'est quand même un truc. Déjà, il aurait été intelligent de faire ça peut-être un petit peu en amont, peut-être pendant la phase de recrutement, parce qu'il y a eu des failles, visiblement. Et ouais, non, c'était un document tout à fait hallucinant qui montrait, en fait, c'était des consignes de sécurité. Voilà. C'était vraiment des consignes de sécurité pour que les gens ne se fassent pas gauler. Et il y avait des avis, il y avait des consignes qui étaient hallucinantes. Les gars disaient allez acheter une carte SIM au bar tabac du coin,
mais n'allez pas l'acheter vous-même parce qu'il y a des caméras de sécurité. Enfin, déjà, euh, payez un SDF avec une bouteille de vin ou un peu d'argent pour lui faire acheter les cartes SIM à votre place. Ce qui est complètement idiot, parce que de toute façon, on va te demander une carte d'identité dans la barre Ouais. tabac, donc c'est complètement con, quoi. Mais c'est le genre de truc qui préconisait pour leurs ouailles, hein, littéralement. Sauf que, évidemment, c'est pas pertinent, quoi. Et je pense que personne n'a jamais fait ça, de toute façon, dans ce groupe-là. Si on en revient aux stratégies d'influence, Ouais. donc là on a vu toutes les stratégies digitales qui pouvaient fonctionner plus ou moins bien, mais finalement il y a aussi tout le réseau Mhm. d'amis, d'alliés qu'ils ont réussi à se créer. Notamment, il y a un exemple sur lequel tu as beaucoup travaillé, c'est autour de Sciences Po. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce qu'ils ont réussi à infiltrer Sciences Po avec des gens qui du coup ont des carrières intéressantes, avec des réseaux qui sont gigantesques? Ah bah, ils ont des carrières très intéressantes. Euh, à la base, l'histoire commence pas à Sciences Po. À la base, je travaillais sur une opération d'influence pardon, du FSB à Moscou. En fait, c'est une opération qui avait cours depuis de nombreuses années, qui a été dénoncée comme telle par le FBI américain. Et en fait, il faisait venir des chercheurs, des journalistes, des étudiants à Moscou pour 2-3 jours, passer des conférences, boire un coup, etc. Et ils essayaient en gros de tâter le terrain, de voir qui était plus ou moins sensible aux idées que voulait propager la Russie, à droite, à gauche. Et il se trouve que quand je reprenais un petit peu les gens qui avaient accepté ce rendez-vous, il y en avait un que je connaissais. Un gars que je connaissais, qui était une source qui date d'il y a quelques années, je ne lui avais pas parlé depuis 4 ou 5 ans. Je vois qu'il est à Moscou. Du coup, fondamentalement, premier réflexe, je lui passe un coup de fil et je lui dis, putain, qu'est-ce que tu fous avec le FSB, quoi, concrètement? Le gars est un peu embarrassé quand même. Il dit, bah en fait, on a appris ça avec les révélations du FBI, etc. Et puis, bon, c'est pas le pire, hein. Pendant la soirée, j'ai un mec qui s'est présenté, avec un coup dans le nez certainement, qui s'est présenté vers moi en me disant qu'il faisait partie du renseignement russe et qu'il voulait me présenter sa petite amie. Et bah voilà, voilà ma petite amie, hein, on va mettre des guillemets. Elle a une grande chance, elle a été acceptée à Sciences Po l'année prochaine. Est-ce que tu as moyen de lui faire, vu que tu travailles un peu dans le domaine de la défense, etc., tu es chercheur sur ces thématiques-là, est-ce que tu aurais moyen de lui présenter des gens à Paris? Moi j'appelle ça, c'est une tentative de tamponnage en bonne et due forme. Je le regarde, je lui dis, mais on est d'accord, t'as dit non. Il me dit, pire que ça, je l'ai invité à bouffer chez mes parents. Je lui dis, ah, on n'est pas sorti du sable. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur cette personne-là, sur cette petite amie qui s'appelle Alexandra. Et effectivement, Alexandra a bien fait un échange étudiant à Sciences Po, 2018 ou 2019, je crois que c'est plutôt 2019. Donc ça a duré 6 mois. Et en fait, ce qui est fou, c'est que grâce à l'étiquette de Sciences Po, elle a pu intégrer d'autres entreprises, notamment une très grande entreprise française de sécurité privée, qui, au moment de l'entretien, littéralement, a été, je pense, très rassurée de voir l'étiquette Sciences Po en se disant, bon, ça va, Sciences Po, la DGSI a dû faire des vérifications, allez, c'est bon, on l'embarque. Bah non, en fait, non, non, il y a eu un trou dans la raquette à ce moment-là, et c'est d'autant plus embêtant que cette Alexandra, elle a un nom qu'on connaît bien maintenant, parce qu'il suffit de taper son nom sur Google pour tomber sur un article du Washington Post qui parle du plus gros scandale de corruption qui secoue le FBI américain en ce moment, où le chef du contre-espionnage à New York pour les Russes a été corrompu notamment par un ancien agent du SVR pour faciliter sur des sanctions, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, le mec du SVR, C'est le père. c'est le père. Il porte le même nom. Donc en fait, on se dit, bah, et il est connu comme le loup blanc. Hein, je veux dire, moi j'ai Il se cache réussi. même plus. Non, non, enfin, moi j'ai réussi à faire sortir la fiche de tous les postes qu'il a occupés aux États-Unis, que ce soit en clandestin ou en déclaré. Non, c'est quelqu'un qui est connu comme le loup blanc. Du coup, ça interroge, je pense, à plein de niveaux. Ça interroge sur potentiellement ce qu'a fait Sciences Po, et en même temps, j'ai pas envie de jeter la pierre à l'institution. Parce que l'institution, tu sais, on est sur un modèle où ça fait 20 ans qu'on dit à toutes les universités, à toutes les écoles, de se calquer sur le modèle du privé, de se calquer, avoir une mentalité d'entrepreneur. Bah, du coup, les gars, qu'est-ce qu'ils font au bout de 20 ans? Bah, ils font ça, en Mm. fait. Un étudiant extra-européen à Sciences Po, c'est 20 000 euros par an. Mm. Donc, est-ce qu'on peut vraiment jeter la pierre à Sciences Po, à qui on martèle depuis 20 ans d'avoir des logiques d'entreprise? Et le pire, c'est que Sciences Po fait des vérifications quand même, mais là, pour le coup, c'était un trou dans la raquette. On voit du coup que Sciences Po, malgré tous leurs efforts, ils sont quand même noyautés. Ça veut dire que la dimension politique française est également sous influence russe? Ça veut dire que je pense qu'on a très souvent, très longtemps, sous-estimé cette menace informationnelle qui vient de la part de la Russie. Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça.
Moi, je cite théoriquement même deux auteurs qui, je pense, portent peut-être une part de responsabilité, enfin pas eux directement, mais en tout cas le fait de les avoir crus et qu'ils aient été à ce point-là des repères, ça dit quelque chose. Le premier, c'est Francis Fukuyama, qui prédisait la fin de l'histoire à la fin de l'URSS. Mhm. Bon, la thèse de Fukuyama, c'était de dire que, fondamentalement, fin de l'URSS, fin du communisme, le triomphe des démocraties, on va tous marcher ensemble dans le soleil couchant en se tenant main dans la main. Avec les démocraties libérales, Avec les etc. démocraties libérales, tout le monde va devenir une démocratie, etc. Tout va bien se passer. Bon, 24 février 2022, inutile de dire qu'on a vu la limite de l'exercice, mais ça a eu un vrai impact au sein des élites occidentales. Vraiment, les gens étaient persuadés de ça. Et surtout, je pense que encore plus important, ben en fait, le rouge, enfin le soviet, c'était plus l'ennemi. Mhm. Au 11 septembre 2001, en fait, c'était plus l'ennemi, le soviétique. Ça, c'était d'un autre temps, c'était terminé. Maintenant, l'ennemi, c'est l'islamisme, c'est le djihadisme, etc. Et on a réorienté, en fait, tout notre modèle sécuritaire aussi, à raison, d'ailleurs, à raison complètement, vers cette menace-là. Mais du coup, on s'est Mais du coup, ce qu'on a... déshabillé sur les Russes. Bah, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que, à mon avis, je pense que depuis la fin de la guerre froide, qui quand même, ça commence à remonter un petit peu quand même. Il y a une carrière entière de quelqu'un au service de renseignement qui est passé là-dedans, quoi. On a perdu les gens qui avaient acquis de l'expérience, des compétences, etc., qui sont tous partis à la retraite, et pas forcément remplacés non plus. Et quand on regarde l'influence qu'il peut avoir chez les hommes politiques, même on regarde chez les présidents, à part François Hollande, on souligne effectivement qu'en 2014, suite à l'invasion, il a décidé de ne pas vendre les Mistral qui étaient provenus à la Russie, alors que tous ses prédécesseurs et ses successeurs avaient plutôt tendance à dire bah non, il faut quand même assurer. Il y a quand même, jusqu'au plus haut niveau de l'État, des personnes qui sont aujourd'hui très clairement sous influence russe. Ça s'est arrêté quand même, heureusement pour certains d'entre eux, pas tous, le 24 février. Mais comment est-ce qu'on peut avoir jusqu'au plus haut niveau des personnes qui restent aussi aveugles aussi longtemps? Le général de Gaulle, à la fin de la guerre froide, c'est un bon exemple. Tu vois, le gaullisme en lui-même, l'idée de dire la France est une puissance d'équilibre à mi-chemin entre les deux puissances. Je suis toujours étonné qu'en Ça date, 2000... quoi. Non, mais je suis toujours étonné qu'en 2023, tu aies des gens, des responsables politiques, qui, pour analyser le monde de 2023, se réclament d'un mec qui est né en 1890, quand même. Quand même. Peut-être qu'il faudrait penser à changer de modèle au bout d'un moment, ou en tout cas le mettre à jour un petit peu. Mais typiquement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un parti communiste qui était très fort, et on a aussi une tradition française qui est d'avoir une presse de combat, une presse d'opinion. Au contraire du modèle anglo-saxon aussi d'ailleurs, hein, qui place les faits au centre de tout, ou parfois c'est peut-être un peu aride. Nous, on a vraiment la tradition de J'accuse, de Zola, etc. Enfin, on a vraiment cette tradition où, dans la presse française, on laisse une très large part aux textes d'opinion. Et ça, c'est encore un levier que la Mais Russie exploite. les journaux sont engagés et on le sait, il n'y a pas de Bien surprise. sûr, bien sûr, sauf que il y a engagé et engagé quand même. Mm. Il y a engagé, j'ai des idées que je défends et c'est très bien. Et il y a engagé, c'est la foire à la saucisse, quoi. Et là, pour le coup, nous, enfin, qu'on ait des journalistes qui soient payés aujourd'hui par les Russes, honnêtement, ça fait aucun doute. Bon, il n'y a pas que les Russes qui payent, hein. Il y a les Chinois. Moi, j'ai un collègue, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'avait confié qu'il avait été approché par le biais d'un intermédiaire par des Azéris qui voulaient le payer, je crois, jusqu'à 10 000 balles pour faire un texte favorable à l'Azerbaïdjan dans les médias français. Et le pognon allait dépendre de la grandeur du titre dans lequel il allait réussir à faire passer son article, quoi. Et ça, typiquement, c'est des choses qui existent. Faut pas se le cacher. Et typiquement, les Russes ont cette volonté et cet objectif pour recruter des agents d'influence, de cibler des gens qui sont dans des professions qui sont beaucoup plus protégées que les autres. Je pense notamment aux journalistes, on l'a dit, aux politiques, évidemment, aux avocats aussi. Et ces trois professions, typiquement, enfin, même si, bon, il y en a, difficile de dire que c'est une profession, enfin bref, c'est des catégories, on va dire, professionnelles qui sont beaucoup plus protégées en termes de liberté d'expression et qui sont beaucoup plus protégées aussi vis-à-vis des services de renseignement français. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, on est une démocratie. Et du coup, le combat des démocraties est un combat qui, comme pour le terrorisme, dans la lutte informationnelle, est complètement asymétrique. Parce que si les Russes peuvent tout se permettre, nous, on ne peut pas tout se permettre. On a un socle de valeurs quand même à respecter. Et le socle de valeurs, en premier, c'est l'état de droit. Et bien, si on parle de valeurs, il y a un domaine dans lequel il y a des difficultés aussi, c'est le ministère des Armées, dans lequel il y a une forme d'entrisme, dans lequel, notamment dans les plus hautes sphères de l'armée, tu dis qu'il y a aussi des personnes qui sont sensibles aux problématiques russes, qui partagent également certaines de leurs opinions. Bien sûr. Et alors, ces gens-là, le pire, c'est qu'ils sont toujours en poste aujourd'hui,
malgré le fait qu'ils soient aujourd'hui hautement antipatriotiques, anti-français, alors qu'ils se revendiquent, eux, de l'inverse. Ouais, alors ils sont pas tous en poste, hein, quand même. Il y a un service de renseignement propre qui s'appelle la DRSD DRSD. qui quand même travaille beaucoup là-dessus. Mais oui, moi je me suis intéressé particulièrement en fait au ministère des Armées parce que le ministère des Armées est un des endroits où la France lutte sur le terrain informationnel. L'armée est peut-être, oui, dans les premiers acteurs, on va dire, de cette lutte informationnelle. Je pense notamment sur l'Afrique, Oui. mais pas que. Euh, on l'a vu particulièrement avec la base de Gossi, l'opération d'influence de Gossi, qui a été, pour le coup, on va dire, une classe de maître, littéralement, de l'armée française, où en fait c'était des Wagner qui s'étaient mis devant la base de Gossi, pour le coup, qui est une base qui avait été désertée par les forces françaises quelques jours plus tôt. Et ils avaient pour but de faire des fosses communes en balançant des cadavres de pauvres gens à l'intérieur où ils mettaient un peu de sable dessus, pour faire comme s'ils avaient découvert, on va dire, une fosse commune de l'armée française, etc. Sauf que l'armée française a vu le coup venir quand même, et ils se sont dit, on va peut-être laisser un drone en stationnaire un petit peu au-dessus pour voir ça. Et en fait, ils ont récupéré les images des Russes, des Russes, enfin, pour le coup, je pense que les mecs qui mettaient des coups de pelle, c'était plus des gens des forces armées maliennes, qui étaient en train d'ensabler des corps, et ils ont réussi à couper l'herbe sous le pied des Russes à ce moment-là, tout simplement. Donc il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail quand même qui est fait par l'armée, et ça pour le coup c'est, je pense, peut-être l'opération la plus réussie en matière de contre-ingérence, de contre-influence. Maintenant c'est une opération qui pose aussi des questions. Là pour le coup ils ont pu déclassifier en un temps absolument record les images de la base de Gossi, chose qui se refuse toujours à faire pour la frappe de Bounty, où il y a eu des civils, selon vraisemblablement, en tout cas, pas mal de civils, une potentielle erreur de frappe de l'armée française. Oui. Là, pour le coup, ça pose des questions aussi. Mais c'est ça aussi la démocratie, c'est le fait de, voilà, ils doivent mener des opérations, mais ils doivent aussi rendre des comptes. Et là, pour le coup, effectivement, sur ça, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, oui, sur l'armée française, pour en revenir un peu à ta question, parce que j'ai fait une digression, mais oui, évidemment, et c'est un secret de polichinelle qu'il y a des gens dans l'armée, pas tant dans l'armée de l'air d'ailleurs, plutôt un truc de terrien et de marin, qui ont effectivement des accointances qui se retrouvent un petit peu dans le discours de la Russie et dans la propagande de Vladimir Poutine. Ça, c'est pas un mystère. Il y a Challenge, Antoine Isambard et Vincent Lamigeon, deux journalistes de Challenge, qui ont fait une enquête qui était absolument sublime, notamment sur Saint-Cyr, qui était assez éloquente quand même, et qui montrait qu'il y avait peut-être un problème, et que c'était pas juste quelque chose, un truc de vieux carteron de général à la retraite, voilà. Non, c'était aussi des gens qui sont d'actifs, ou qui sont appelés, même dans le cas de Saint-Cyr, à avoir des vraies responsabilités. Et à côté du ministère des Armées, on voit, tu évoques par exemple la task force Honfleur, Ouais. la Diginum, enfin il y a Viginum, pardon. Donc est-ce qu'ils ont assez de moyens, ils sont efficaces? Et est-ce qu'ils, aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde la contre-propagande anti-islamiste à l'époque, par exemple, après les attentats du Bataclan, c'était pas un franc succès, mais on n'a pas l'impression que ça change beaucoup vis-à-vis de la Russie. Ouais, non, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des autorités françaises, et Viginum est un exemple de ça. Viginum qui a succédé à la Task Force Honfleur, et qui est en fait qui est une administration qui est placée sous le haut patronage, on va dire, du SGDSN, et qui est une structure interministérielle, donc qui travaille avec le ministère des Armées, qui travaille avec le ministère des Affaires étrangères, qui travaille avec les services de renseignement également, et c'est 60 fonctionnaires, je crois qu'à terme ça doit être monté à 80, mais je peux me tromper sur les chiffres, qui travaillent justement à identifier les opérations d'influence et à faire des rapports qui transmettent aux personnes qui sont concernées par ça. C'est opérationnel ça, ou c'est juste de Non, l'observation? pour le coup, ça c'est vraiment, vraiment opérationnel. Ok. Pour le coup, ça c'est vraiment opérationnel, ils travaillent beaucoup. Il y a eu des défauts de communication dont je parle d'ailleurs dans le bouquin, mais c'est des gens qui sont aussi extrêmement compétents. Maintenant, c'est une structure sur laquelle il y a encore des questions qui se posent, notamment sur le traitement des données personnelles. Mais ça, pour le coup, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas non plus extrêmement important, on va dire, dans le sujet. Dans le cadre d'une guerre, voilà. c'est presque secondaire. Non, c'est pas secondaire, justement. Moi, c'est un truc sur lequel je milite, c'est faut vraiment se mettre en tête que, pareil que pour le terrorisme, en fait, faut lutter sans renier ses valeurs. Et du coup, si on fait du traitement de données personnelles, moi, je me suis posé une question sur Viginum, du coup, on y rentre un peu, mais Viginum, en fait, normalement, quand il y a du traitement de données à caractère personnel, pour un service de renseignement, c'est la CNCTR, la Commission nationale des techniques de contrôle du renseignement, qui est chargée de contrôler ça.
on a un problème, c'est que Viginum, c'est pas un service de renseignement, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est une administration. Mais du coup, la CNCTR n'a pas de mandat pour contrôler, vérifier. en fait. Il n'y a que la CNIL qui peut faire ça a posteriori. Mais du coup, il y a un trou dans la raquette et au final, ils ont essayé de colmater, on va dire, les brèches parce qu'ils se sont donné un service éthique, on va dire, un comité éthique. Et en fait, ils ont fourgué ça au comité éthique comme tâche. Mais le comité éthique, comme il le soulève lui-même, hein, je dévoile rien, n'est pas en mesure, que ce soit humainement ou techniquement, d'assurer ce contrôle. Mais encore une fois, Viginum, c'est un service qui est très jeune, qui a été monté en un temps record. Et du coup, forcément, il y a des petits ajustements qui vont être à faire à droite et à gauche. Et honnêtement, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont les faire. Je vais rencontrer plus ou moins les mêmes problématiques à l'époque quand je faisais de l'OSINT au COGIC, au centre de gestion Ouais. de crise du ministère de l'Intérieur interministériel. À l'époque, on avait aussi ces difficultés, sauf qu'on était parti sur le principe qu'on faisait de la collecte des données qui étaient partagées et non pas les informations personnelles. C'est-à-dire que c'était le contenu des tweets et non pas l'auteur du tweet Bien sûr. qu'on observait. Voilà, donc c'est une petite nuance. Alors, un dernier point, est-ce qu'il y a quand même des modèles à l'étranger de lutte contre les influences étrangères qui ont l'air de fonctionner? En fait, ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont une approche qui est parfaitement horizontale du problème. C'est-à-dire que tu as les médias, tout le monde travaille en coopération et en bonne intelligence. Les médias travaillent avec les associations, qui travaillent avec les ONG, qui travaillent avec l'État, qui travaillent avec les services de la justice, qui travaillent avec les services de renseignement. Bref, tout le monde se parle et tout le monde travaille plus ou moins en bonne intelligence. En France, on n'a pas cette culture. Mais on n'a pas du tout cette culture. C'est-à-dire on est dans un pays qui, au contraire de faire un modèle horizontal, fait quelque chose d'extrêmement vertical. Tu vois. C'est-à-dire que, bon, on va caricaturer, mais bon, la décision part du président de la République, elle est appliquée par les fonctionnaires, mais surtout, ça déborde pas autour. Tu vois. C'est-à-dire que les médias, les ONG, tous ces trucs-là, on veut pas trop en entendre parler. Ça, c'est un changement de culture qui doit être fait dans l'administration, qui est très violent pour l'administration et qui est très profond aussi, quoi. Mais bon, t'es dans un pays qui est marqué par 200 ans de jacobinisme. À un moment, oui, va y avoir un changement de culture à opérer et qui commence à s'opérer un petit peu. Moi, je vois déjà des espaces de coopération qui commencent à se créer, que ce soit au ministère des Armées, ministère des Affaires étrangères, que ce soit Viginum, etc. Donc, ça commence, on va dire. Mais bon, le chemin à parcourir est encore lent, quoi. Hein. Et ton regard sur, alors on va faire des questions sortant du livre, les NAFO par exemple, ces communautés qui participent sur Internet à la contre-propagande, ou même à l'époque contre l'État islamique, il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient travaillé, l'intelligence collective, la masse, des gens qui se prennent en main, est-ce que c'est pas aussi ça la solution? C'est vachement bien, c'est super bien, mais le problème, c'est que ces gens, ils sont pas encadrés. Non. Donc ça va poser plusieurs questions, ça va poser plein de questions parce que le trauma vicarien c'est un vrai sujet, c'est-à-dire c'est des gens qui sont confrontés au quotidien aux images de la guerre, donc il y a des conséquences à ça, hein. Faut pas croire que c'est tout à fait anodin de voir des gens, de voir des corps d'enfants, voilà, non, ça a des conséquences. Et ces gens-là, en fait, il n'y a pas de programme pour les suivre, pour les aider, donc déjà ça pour moi c'est un premier problème. Et puis surtout, comme on le voit dans tous les mouvements de masse qui n'ont pas vraiment de chef, à la fin, c'est les plus extrêmes qui gagnent et qui l'emportent sur les autres. Donc, parfois, il y a des opérations qui sont menées par les NAFO que je trouve parfois hautement problématiques ou ouais, non, vraiment hautement problématiques, quoi. Le pauvre mec russe qui s'est fait bouffer par un requin et en plus de ça, en plus du deuil, la famille doit porter le fait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui se foutent de sa gueule et qui font des mains. Tu vois, enfin, je suis pas sûr que ce soit hyper utile dans la guerre de l'information d'ailleurs de faire un truc comme ça. Je pense pas qu'il y ait des résultats opérationnels hyper intéressants en plus. Quoi. Ça démontre pas la propagande russe de faire ce genre de choses dans tous les cas. Non, c'est juste méchant quoi. Enfin, au bout d'un moment, ça peut être ridicule dit comme ça, mais dans les faits c'est vrai. Et moi, il y a un autre truc, si tu veux, qui me tient un petit peu à cœur. Il y a deux choses qui me tiennent un petit peu à cœur dans ce livre. J'ai fait un autre chapitre sur la loi française. Parce que je me suis posé une question, c'est-à-dire très simple, en regardant l'histoire, le dernier agent d'influence qu'on a condamné en France pour ses activités, c'est un mec qui s'appelait Pierre-Charles Pathé. Et c'est le fils de l'industriel qui a créé le cinéma Pathé. Ce mec-là a été condamné pour intelligence avec une puissance étrangère en 1980, et je me suis posé la question, mais quand même, c'est le seul, en 43 ans. Je me dit, mais en plus j'ai rencontré la DGSI dans le cadre de ce bouquin, je leur ai dit, mais attendez les gars, normalement... vous avez globalement des listes, hein, plus ou moins formelles ou informelles. Hein. Je suis sûr à peu près, on a les mêmes d'ailleurs. Ouais. Hein, donc globalement, les mecs vous disent, oui, on pense certainement aux mêmes personnes. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un problème vis-à-vis du droit? Et là, pour le coup, tu t'amuses, tu fais ton journaliste, hein, tu vas prendre ton petit code pénal.
Prends ton code pénal, tu vas voir, t'as un chapitre du code pénal qui s'appelle de l'espionnage et de la traîtrise. Et bien en fait, quand tu remontes un petit peu à l'origine de ces textes-là, tu vois qu'ils ont été principalement modifiés 2 fois. La première fois, c'était la veille de la Seconde Guerre mondiale, et la deuxième fois, c'était pendant la guerre d'Algérie. Et les textes sont quasiment, on va dire, restés inchangés à partir de là. Et quand tu lis ces textes, notamment le 411-5 du code pénal, parfois ils font peur. Le 411-5, c'est quand même un texte qui dispose que, bon, en substance, c'est toute personne entretenant des intelligences avec une puissance étrangère ou ses représentants. Le mot intelligence, il n'est jamais défini, nulle part, donc c'est à l'appréciation, débrouille-toi avec ça. Qui serait de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la France. Pareil, intérêts fondamentaux, c'est une notion qui est définie, mais qui est quand même assez large. Mais c'est même pas des intelligences qui nuisent, c'est des intelligences qui seraient potentiellement de nature à nuire aux intérêts fondamentaux. Ah, tu te dis quand même, les gars, ça devient un peu large, hein, votre histoire. Et en fait, ces textes-là ne sont strictement jamais appliqués. Du coup, je me pose la question, mais pourquoi ils sont jamais appliqués? Du coup, je vais voir des magistrats, et ils me disent, bah, déjà, 2 choses, hein, c'est qu'on ne les connaît pas, ces textes, on ne les apprend pas à l'ENM, et en plus de ça, ça reste des infractions qui sont très difficiles à caractériser. Voilà, c'est-à-dire que typiquement, j'en discutais avec le parquet national financier, il disait, le but c'est de faire le lien entre le versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature et la tenue d'un discours. Sauf que les Russes ou les Chinois ou autres font exprès d'aller voir des gens qui tiennent ces discours depuis longtemps. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, tu finances sa structure qui serait, je sais pas, d'amitié, de dialogue, ce qu'on veut, hein, et tu lui dis, bah tiens, je te file X centaines de milliers d'euros, et voilà, tu deviens agent d'influence pour la Russie. Si la justice va lui chercher des problèmes, va lui chercher des noises, il va pouvoir répondre directement, bah, attendez, c'est n'importe quoi, alors oui, il finance telle structure, telle association, mais moi ça n'a rien à voir avec la tenue de mon discours. Regardez, la preuve, ça fait 20 ans que je tiens ce discours. Bah du coup, comment on fait pour caractériser l'infraction dans un état de droit? Bah, c'est compliqué. Du coup, la justice s'oriente vers d'autres textes, vers d'autres moyens, et notamment financement, notamment d'un point de vue financier typiquement, ou voilà. Mais c'est des textes qui sont quand même très compliqués à mettre en œuvre. En attendant, ils sont toujours là, ceux auxquels on pense. Bah, ils sont toujours là. Après, je crois que certains ont quand même quelques démêlés avec la justice, justement sur d'autres textes, hein. Maintenant, les enquêtes, ça prend du temps. Et puis ça, c'est une vraie question aussi. C'est-à-dire que oui, on peut toujours regretter que ça prenne énormément de temps. Et c'est pour ça que la lutte contre la désinformation et la lutte contre les opérations d'influence, c'est un sujet qui est très transversal. C'est que ça prend énormément de temps. Mais pourquoi? Mais parce que la justice n'a pas de moyens. Enfin, moi, ma compagne, c'est une avocate, je peux t'assurer, je vois ça tous les jours, hein. Quand elle rentre à 3 h du matin de comparution immédiate et qu'elle me dit, bah, en fait, il n'y a personne, on doit gérer dans des dossiers, dans des temps records, etc. Et ça, j'en discutais avec un magistrat qui me disait, mais attendez, moi, je termine mes journées à 3 h du matin. C'est-à-dire, si je dois ouvrir une enquête sur X ou Y personnes, ben en fait, c'est un truc que je dois faire de 3 à 5 avant de retourner au boulot à 6 h du matin. Ils sont tellement à flux tendu que, en fait, ils peuvent quasiment pas faire ça. Et on ne résoudra pas les problèmes liés à la guerre informationnelle sans faire de larges investissements dans le secteur public, notamment dans le domaine de la justice. Allez, le retour du régalien. Bah ouais. On en parle souvent. Mais c'est obligatoire. Et je sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Ah bah, autant que tu veux. Bon, bah écoute, il y a un deuxième sujet qui je pense est hyper important. Je te disais qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités françaises. Moi, j'ai un chapitre sur l'Union européenne, parce qu'en ce moment, à l'Europe, on est en train de plancher sur un texte qui s'appelle l'European Media Freedom Act. Donc l'acte européen pour la liberté des médias. C'est très bien, hein, dans le texte, vraiment, dans l'idée, etc. C'est carré, c'est vachement bien. Ça part d'une bonne intention. Hein. Ça consiste à dire qu'il faut protéger les journalistes et les médias européens des méchantes plateformes, entreprises privées américaines, etc., pour éviter les cas de censure. Et honnêtement, quand on voit ce que fait Elon Musk ou quand on voit d'autres réseaux sociaux comme TikTok, évidemment que c'est un texte qui serait nécessaire. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce texte. Bon, il y a des problèmes, il y a quand même quelques problèmes qui ont largement été documentés par la presse, mais ça n'intéresse strictement personne. Il y a un problème qui a été pas du tout documenté, par contre, c'est l'article 17 de cet acte européen. L'article 17, il dispose concrètement de faire, dans les faits, une exemption et modération pour les médias. Alors ça peut paraître bien, hein, encore une fois, dans l'idée de protéger les médias. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle médias? Bah, pas au sens comme toi et moi on l'entend. Hein. C'est pas pour protéger le monde, etc. Enfin si, mais pas que. Le mot média est à la discrétion de ceux qui veulent bien se déclarer comme étant des médias. C'est-à-dire que globalement, les mecs veulent littéralement sanctuariser
l'intégralité de la propagande étrangère, l'intégralité des opérations d'influence étrangère dont on a parlé. C'est-à-dire Inforos, typiquement, demain, 3000 sites. L'EMFA, il passe en l'état. Ils sont protégés. Les gars sont protégés. Par quoi? Par les règles européennes qu'on aura nous-mêmes créées. Et le pire, c'est qu'à la fin, ça finit quand même par avantager les plateformes, cette histoire. Parce que les plateformes, elles demandent rien de mieux que de moins modérer et de moins dépenser de pognon dans la modération. Et là, aujourd'hui, on a une prise de conscience. Mais je pense qu'au final, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Et ce qui est dramatique dans ce bouquin, et franchement, je dis pas ça à la légère, mais je crois que ça a mis presque un mois et demi. Pendant un mois et demi, j'ai essayé de contacter le ministère de la Culture, qui est le ministère qui est en charge de ce dossier pour le coup, en France. En un mois et demi, ils m'ont jamais répondu. Alors c'est pas mal, hein, parce que c'est quand même mon ministère de tutelle, et je les interroge sur un truc qui s'appelle l'Acte européen pour la liberté des médias. Les mecs répondent pas. Déjà, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Non seulement les mecs te répondent pas, et puis c'est juste aberrant en fait. C'est juste complètement aberrant cette histoire. Et avant, le pire, c'est qu'avant le MFA, on avait un autre texte qui s'appelait le DSA, le Digital Services Act. Et pareil, on avait le même article, à la même place, à l'article 17. Sauf que là, c'était le ministère de la Transition numérique qui était en charge du dossier. Le ministère de la Transition numérique a vu le problème et a dit « Ah non, c'est pas possible, c'est mort, on arrête d'apporter le soutien à cet article. » Là, aujourd'hui, le ministère de la Culture est au courant de ça, parce que ça fait très longtemps qu'il y a des associations, des ONG qui leur en parlent, de ce problème. Et d'ailleurs, c'est un texte qui est porté par le lobby européen des médias et les publishers, donc les gens qui sont responsables des titres de presse particulièrement, qui portent ce texte-là, mais le ministère de la Culture est visiblement un peu plus sensible et un peu moins sensibilisé que le ministère de la Transition numérique. Ce qui est fou, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on impose, de ce qu'on veut imposer en fait aux médias, enfin aux plateformes, pour le coup, on leur dit, mais il y aura 24 heures d'attente avant de pouvoir modérer, potentiellement, s'il n'y a pas d'appel de la décision, le contenu d'un média. Ça veut dire que dans la vraie vie, si tu prends ça sur autre chose, tu peux prendre les pompiers, typiquement, c'est un exemple que je prends dans mon bouquin. Ça veut dire qu'il y a un incendie en face de toi, t'es pompier, et on te dit « Ah non mec, non, attends, pas tout de suite quand même, il y a des règles à respecter. La lance à incendie, tu t'en sers qu'au bout de 24 heures. » Attendez, il y a un incendie là quand même en face de moi, je pense qu'il faut peut-être agir. Non, 24 heures. Il va falloir compliqué de coordonner tout le monde, hein, entre les affaires étrangères, le ministère des Armées qui essaie de faire des efforts, le SGDSN qui est très impliqué, et puis finalement, si on laisse passer tout au-dessus, on n'est pas sorti des ronces. Tu vois, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnaires d'une qualité incroyable dans ce pays qui font un excellent travail, vraiment, et puis des gens très impliqués, des gens très talentueux, et des gens avec plein de compétences. Mais sur des textes comme ça, tu te dis, en fait, ça, pour le coup, si ça passe, c'est le plus gros recul en matière de lutte contre la désinformation depuis l'arrivée des réseaux sociaux, en fait. Allez, on va faire en sorte que ça passe pas. Bah, on lance une pétition. Moi, ça me concerne pas. Hein. Moi, je suis là pour raconter ce qui se passe. Après, les gens, ils font quelque chose ou pas, c'est pas mon problème. Allez, quoi. On va trouver un moyen d'agir. On espère que ça vous a plu, Nicolas. Un grand merci. On remet toutes les références de ton livre en commentaire de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt au studio Harry Cosmos.